America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Mariam Abdou pour vous accompagner au micro. Ce mardi, des militants ont appelé les électeurs américains à écrire cessez-le-feu sur les bulletins de vote de la primaire dans l'État de New Hampshire pour interpeller le président des États-Unis sur son soutien à Israël malgré la catastrophe humanitaire à Gaza. Joe Biden refuse depuis le début de la guerre d'appeler son allié sioniste à un cessez-le-feu malgré la mobilisation d'une importante partie de la gauche américaine à ce sujet. Dans le New Hampshire, Donald Trump remporte la primaire républicaine, une étape importante vers l'investiture. L'ancien locataire de la Maison-Blanche prononce un discours truffé de des si en mesure de mettre la paix plutôt que Paris dans une bouteille. Vous auriez des millions de personnes en vie à ce moment même si l'élection n'avait pas été truquée. L'Ukraine, Israël, l'attaque n'aurait jamais eu lieu. Tous ces gens seraient en vie. Les villes seraient prospères. En décembre dernier, lors d'une réception pour les donateurs de la campagne de réélection du président Joe Biden, ce dernier affirmait que la sécurité, dira-t-il, d'Israël peut reposer sur les États-Unis. Mais à l'heure actuelle, Israël, rajoutera-t-il, a plus que les États-Unis. Il a l'Union européenne, il a l'Europe, il a la plus grande partie du monde, mais il commence à perdre ce soutien à cause des bombardements aveugles qui ont lieu. Avec nous à partir de New York, Monsieur John MacArthur. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président des publications et des éditions Harper's Magazine. Monsieur John MacArthur, la situation en Palestine occupée divise la classe politique. Quel impact a cette situation sur l'électeur aux États-Unis? Très peu finalement, parce que vous avez deux concurrents pour la Maison-Blanche qui sont ultra pro-Israël. Alors, il n'y a pas d'intérêt chez Donald Trump de critiquer la politique israélienne, palestinienne de Biden, parce que Biden a vraiment finalement appuyé la politique agressive à Gaza entamée par des Israéliens dès le début. Donc, il n'y a rien à critiquer. Il ne peut pas profiter de la crise, Trump. Il n'y a pas d'enjeu vraiment. Israël aux États-Unis, ça fait un peu le 51e État. Il y a des liens tellement serrés entre la communauté juive aux États-Unis et en Israël. Il y a beaucoup de citoyens binationaux. Il y a très peu de questions que le gouvernement américain va soutenir ou appuyer la politique israélienne. Cela dit, il y a aujourd'hui des manifestations pro-palestiniens qui sont vraiment inouïes aux États-Unis. C'est du jamais vu. Et ça n'a pas changé la donne finalement, mais ça a quand même modifié la politique américaine. Monsieur John MacArthur, nous parlons également de l'électorat américain. Vous venez de l'indiquer à l'instant, il y a eu d'immenses manifestations aux États-Unis contre la politique ou l'alignement, on va dire, de la Maison-Blanche dans cette guerre contre la Palestine. Joe Biden, en l'occurrence, qui était en campagne, s'est vu brutalement interrompu mardi 23 janvier par des Américains qui manifestaient contre sa politique ou son alignement sur la politique israélienne. C'est nouveau, c'est complètement nouveau, ce genre d'affrontement. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien la gauche américaine se déchire sur ce sujet.
il y a aujourd'hui beaucoup de juifs démocrates, disons plutôt gauchistes, qui sont outrés par la politique plus radicale des gauchistes, dont des juifs gauchistes, qui sont extrêmement pro-palestiniens. Il y a une fissure maintenant vraiment grave qui met en danger la candidature de Biden, parce que là, si c'est très serré entre lui et Trump, comme c'était en 2020, mais le meilleur exemple c'est 2016 entre Hillary Clinton et Trump, ça pourrait faire basculer l'élection en faveur de Trump si les gauchistes pro-palestiniennes refusent de se présenter aux urnes. Vous pensez qu'au final, la société américaine, l'électorat américain n'a pas grand choix entre Joe Biden d'un côté et Trump d'un autre? Aucun. Il n'y a aucun choix. Trump, rappelez-vous, a fait déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Oui. Biden n'a pas abrogé la décision. Biden a soutenu Netanyahu dès le début. Il n'y a pas de créneau pour Trump vraiment de critiquer la politique étrangère israélienne, de Biden. À l'instant, il n'y a pas de voix vraiment différente ou plus équilibrée entre les Israéliens et les Palestiniens aux États-Unis, avec un statut qui pourrait vraiment changer le débat. D'ailleurs, il y a Monsieur Kennedy, Robert Kennedy, le fils du frère de John F. Kennedy, qui a été assassiné en 68. Ce nouveau Kennedy est ultra pro-Israël. Et il mène une candidature indépendante pour la présidence. Il y a Cornel West, militant, intellectuel noir, gauchiste, qui sympathise avec les Palestiniens, mais il n'a pas de plateforme pour vraiment débattre avec Trump ou Biden. Trump remporte l'élection en New Hampshire, il verrouille ainsi le parti républicain. C'est la gauche qui pourrait faire la différence lors de la prochaine présidentielle aux États-Unis? En s'abstenant, oui, parce que la gauche devrait, en principe, appuyer Biden contre Trump. Mais tout est flou maintenant, parce que, voyez-vous, Trump se présente, ce qui est bizarre, mais c'est vrai, il se présente comme le candidat de la paix. Il voudrait trouver une solution en Ukraine, négocier la paix avec la Russie, et Biden reste très agressif, ultra pro-Ukraine. Les démocrates ont l'air d'être les va-t-en-guerre par rapport avec les républicains plus paisibles. Et ça, c'est un peu grotesque. Parce que normalement, les démocrates, ou du moins une partie du Parti démocrate, a toujours prôné une politique étrangère moins agressive, moins internationaliste, qui s'opposait traditionnellement à la guerre sainte anticommuniste et plus tard les interventions libérales, humanitaires dont on parlait au Kosovo, en Irak, l'invasion de l'Irak, etc. C'était les républicains qui dominaient le débat pro-intervention. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a Trump qui prône une politique plus isolationniste et c'est Biden qui représente avec ses confrères démocrates la politique que beaucoup de gens, comme moi, trouvent plutôt impérialiste. Trump semble vouloir faire oublier son passé diplomatique au Moyen-Orient. L'électorat va-t-il occulter ce passé diplomatique? Non, je pense que non, parce que pour parler de la politique domestique américaine, les Juifs, ça fait 3% de la population, c'est pas grand monde aux États-Unis. Mais il y a des donateurs juifs qui sont très importants, qui ont toujours à 90% appuyé la coalition démocrate depuis les années Roosevelt, dans les années 30. Trump, c'est le premier qui a pu écarter un peu les Juifs du Parti démocrate. Parce que son gendre est juif, milliardaire, et il a encore des liens très serrés avec Israël à travers son beau-fils. Bien que Trump s'amuse à inviter des racistes, des antisémites, des anti-noirs, dîner chez lui à Mar-a-Lago, en tout cas, il a quand même pu écarter un peu ces liens très serrés entre le Parti démocrate et les donateurs juifs. Donc, il n'a pas intérêt à vraiment discuter la situation au Proche-Orient. C'est plutôt aidez-moi, donnez-moi plus d'argent. J'ai fait déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Je serai toujours de vos côtés, mais il ne va pas pouvoir devancer Biden en tant que pro-israélien. Le président Trump s'adresse peu aux Juifs, mais il s'adresse par ailleurs beaucoup aux évangélistes, Monsieur John MacArthur. Oui, comme vous savez, les évangélistes sont également ultra pro-Israël.
parce que ils ont cette idée biblique de la fin du monde qu'ils attendent et ça va paraître en Israël. C'est une alliance malsaine, c'est une alliance bizarre, mais voilà, les évangélistes qui normalement seraient outrés par la conduite personnelle de Trump, sexiste envers les femmes, qui le soutient jusqu'au bout à cause de sa position pro-Israël. Monsieur John MacArthur, le choix politique aux États-Unis semble se restreindre par rapport aux candidats. Est-ce un effet d'optique? Je m'explique. Il y avait des candidats qui établissaient un léger équilibre, tel que Bernie Sanders. Ce dernier disait il y a cela peu de temps, Biden doit arrêter l'aide d'Israël après la promesse de Netanyahou de détruire l'État palestinien. Est-ce une impression que l'on a de l'extérieur, Monsieur John MacArthur, ce rétrécissement de la classe politique concurrentielle lors d'une échéance électorale? Non, vous avez tout à fait raison, ça se rétrécit, mais ça a été fait exprès par le Parti démocrate régulier mené par Biden. Sa première tâche était de détruire Bernie Sanders. Il est entré en campagne pour justement arrêter, freiner la candidature de Sanders, qui aurait pu remporter les primaires et gagner la désignation du Parti démocrate. C'est bel et bien Biden qui l'a arrêté en tant que chef du Parti démocrate, parce que le Parti démocrate déteste le désordre. Ils sont très antidémocratiques, les démocrates. Donc, quand vous entendez Biden prôner la solution à deux États, qui est, à mon avis, maintenant un leurre, c'est une tactique très cynique de prôner la solution à deux États, sachant que les Israéliens ne vont jamais l'accepter, ou s'ils l'acceptaient, ce serait une nation palestinienne sans droit de nation. C'est une proposition de dupe, hein. C'est une proposition de dupe. Alors que Sanders, qui avait beaucoup plus de poids il y a 5 ans dans le parti, aujourd'hui n'en a presque aucun, parce qu'il a été neutralisé par Biden. Et Sanders, malheureusement, a accepté cette idée qu'il fallait s'arrêter de critiquer Biden et de se dévouer entièrement à la défaite de Donald Trump. Alors maintenant, il est coincé. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il est tombé dans le piège de son propre jeu. Exactement. Et c'est un type très bien, Bernie Sanders. Le meilleur qu'on a vu depuis très longtemps dans la politique, sur la scène nationale. Mais il s'est suicidé, politiquement. Monsieur John MacArthur, le journaliste Thomas Freeman, journaliste au New York Times, a écrit ceci. Biden a 2 élections. Une en Amérique contre Trump et une en Israël contre Netanyahou. Biden fait tout et constamment tout pour avoir Netanyahou de son côté. De son côté, Netanyahou détourne le regard et choisit Trump. Qu'est-ce que cela implique? C'est la vérité que Netanyahou, son soutien de Trump tacite contre Biden pour faire peur à Biden, parce que Biden a très peur d'être attaqué par le lobby israélien aux États-Unis, d'être abandonné par les grands donateurs pro-Israël. Donc Netanyahu, il fait des clins d'œil à Trump simplement pour faire peur, intimider Biden. Quand on parle des liens serrés entre Israël et l'Amérique, il faut considérer Israël un peu comme la 51e État des États-Unis. Et les liens serrés ne sont pas juste soutenus par les donations des juifs démocrates. Il s'agit aussi des liens vraiment de citoyenneté. Rappelez-vous que Netanyahou a grandi en partie en Philadelphie. Il est allé au lycée en Philadelphie. Golda Meir, l'ancien premier ministre des années 60 et 70, a passé toute sa jeunesse à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il y a des liens enracinés. Quand on parle de la politique extérieure, étrangère des États-Unis, il y a toujours un aspect domestique, intérieur. Alors, quand je parle de la 51e État, c'est la vérité politique, même si ce n'est pas techniquement, constitutionnellement la vérité. C'est vrai que la grande majorité des Américains ne s'intéressent pas du tout à la politique étrangère. Ils sont nombrilistes. Ils n'ont aucun intérêt dans la politique internationale, les grandes idées de l'intervention. Mais il y a quand même une minorité très active. Et parmi cette minorité active, il y a énormément de soutien pour Israël. Si Biden, son soutien d'Israël ou de Netanyahou a l'air de s'affaiblir,
il va perdre du soutien. Et il a très peur de ça, très très peur. Les lignes sont peut-être en train de bouger, monsieur John MacArthur. Dans les rues de Chicago ou encore de Washington, il y a eu des manifestations extrêmement importantes, sans doute plus importantes que dans certaines capitales arabes. Oui, et à Washington, dans la capitale, il y a une manifestation, il y a des centaines de milliers de pro-palestiniens qui sont sortis dans la rue pour afficher leur soutien de la cause palestinienne, ou bien pour prôner un cessez-le-feu. Il y a énormément de soutien aujourd'hui pour les Palestiniens, et ça s'affiche, ça se montre dans la rue. C'est une grande différence, mais c'est quand même, dans notre système électoral, ce n'est pas assez pour changer la donne. Ça ne va pas changer la politique étrangère des États-Unis. Si Netanyahu ose humilier Biden frontalement, ça pourrait changer. Mais il est très habile, Netanyahu. Il a toujours su comment séduire les démocrates en même temps qu'il s'aligne avec les pires droitistes du mouvement colon dans Cisjordanie. Et c'est comme ça qu'il maintient le pouvoir. On attend, tout le monde attend que le gouvernement de Netanyahu tombe. Tout le monde souhaite que ça tombe. Mais ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Vous pensez que le gouvernement de Netanyahou ne tombera pas? Ça devient une question nationaliste en Israël. Est-ce qu'on va permettre aux étrangers de nous intimider, de nous obliger de suivre leur dictat? Ou est-ce qu'on va indépendamment choisir notre Premier ministre? Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est, vous savez qu'il y a l'ancien ambassadeur israélien en France, il l'a très bien dit, le moment que un Premier ministre israélien fait le bon choix, qui ordonne que les colons extrémistes sortent de la Cisjordanie, ça va entamer la guerre civile en Israël. Et la guerre civile, on l'attend. Il faut que ça ait lieu. Une guerre civile, c'est nécessaire en Israël. Ça, c'est l'ancien ambassadeur israélien en France qui l'a dit. Finalement, pour arriver à une solution quelconque, il va falloir évacuer ou organiser le retrait de ces 300 000. Il y a combien maintenant en Cisjordanie? 500 000 qui sont très bien armés, c'est ça. Qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et Netanyahu dépend de leur soutien. Alors, pour rester au pouvoir. Absolument. Alors, selon les chiffres des Nations Unies, 700 000 colons vivent dans des colonies en Cisjordanie. Oui, c'est ça. C'est l'essentiel du danger. Monsieur John MacArthur, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir bien voulu également répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup, Monsieur MacArthur. Merci à vous. John MacArthur est président des publications et des éditions Harper's Magazine et il était avec nous à partir de New York. La plus haute juridiction des Nations Unies, la Cour internationale de justice, rendra une décision ce vendredi sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud pour crimes de génocide dans la bande de Gaza. L'entité boycotte souvent les tribunaux internationaux et les enquêtes des Nations Unies les jugeant injustes. Pour l'Afrique du Sud, il s'agit de prendre des mesures, les mesures nécessaires afin de punir les personnes impliquées dans des actes de génocide, préserver les preuves et ne pas empêcher le personnel international et d'autres responsables d'accéder à l'enclave. Le ministre sud-africain de la Justice rappelle que la démarche de son pays a pour objectif de protéger le peuple palestinien. Il ne s'agit pas d'une vengeance de l'Afrique du Sud contre Israël. Nous partons du principe que tout État pratiquant l'apartheid, ou que ce soit dans le monde, a été déclaré comme un crime contre l'humanité et qu'il ne devrait donc jamais être autorisé à se reproduire. Il s'agit d'une convention des Nations Unies. Nous sommes donc ici pour protéger les droits du peuple palestinien à Gaza. La décision de la Cour internationale de justice sera suivie de près dans le monde entier. Certains pays ont déjà choisi de soutenir l'une des deux parties.
Avec nous en ligne, Monsieur Alfred Zaya. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un ordre international, démocratique et équitable. Monsieur Alfred Zaya, aujourd'hui, face à ce qui se passe à Gaza, face aux démarches introduites par certains pays tels que l'Afrique du Sud, comment faire bouger les lignes? La justice internationale y parviendra-t-elle? Bon, alors moi j'aimerais bien voir de millions de citoyens européens sortir à la rue à Rome, et Milan, et Berlin, et Francfort, et Paris pour soutenir le peuple palestinien qui est victime d'un génocide et pas seulement depuis le 8 octobre 2023. On pense que cette guerre a commencé le 7 octobre. Non, c'est pas vrai. Cette guerre a commencé avec le Nakba, 1947-48, avec l'expulsion illégale de la population native des Palestiniens qui ont vécu là depuis des centaines et des centaines d'années. Mais ce qui est important, par exemple, la Belgique s'est déclarée en faveur de la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Oui. Aussi l'Espagne, aussi la Slovénie, etc. Ce qui est vraiment une honte parce qu'on s'est rendu complice du génocide. La France, imaginez la France. Et l'Allemagne soutient Israël et il soutient un argument juridique que ne tient pas. C'est l'argument d'une soi-disant autodéfense, pas du tout. Qui est l'agresseur ici? L'agresseur depuis 1947, c'est Israël. Et les victimes sont les Palestiniens. Et il y a dans le droit international le droit de repousser un pouvoir d'occupation, de repousser un pouvoir colonial. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a bien sûr de centaines de résolutions de l'Assemblée générale, résolutions du Conseil des droits de l'homme qu'Israël a totalement ignoré, et on aurait bien sûr condamné Israël depuis très longtemps, Conseil de sécurité des Nations Unies, sauf que les États-Unis ont abusé du droit du veto quelques 80 fois pour protéger Israël de ses crimes. C'est-à-dire que, d'après la Convention contre le génocide, la Convention de 1948, nous sommes, parce que je suis citoyen nord-américain, nous sommes complices. C'est l'article 3, c'est ça. Paragraphe E. C'est très clair. Monsieur Nous avons une responsabilité pénale. Alors justement, à ce propos, Monsieur Alfred Zaya, vous avez indiqué l'utilisation du droit de veto faite de façon abusive par notamment les États-Unis, c'est devenir dans ces conditions complice d'un génocide qui aujourd'hui est condamné par certains pays, qui aujourd'hui est mis au devant de la scène. Oui, mais alors c'est pas seulement la Cour de justice internationale, mais la Cour pénale internationale qui est aussi saisie de ces génocides. Et c'était l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, le Djibouti, le Comoros, ou même l'Algérie a parlé en faveur de référer l'affaire à la Cour pénale internationale. Ça, absolument. Le 7 novembre 2023. Alors c'est un moment très important pour le droit international, pour la crédibilité des institutions. C'est-à-dire, la Cour pénale internationale doit avancer avec les dossiers Gaza, et il n'y a une autre possibilité que de demander l'arrestation de M. Netanyahou. Alors, c'est quelque chose du point de vue de la, dit-on, uniformité de droit international. On ne peut pas dire aujourd'hui je fais ça et demain je fais quelque autre chose. Ça ne veut pas. Oui. Et la même chose avec la Cour de justice internationale. Il y a la jurisprudence dans le cas de Srebrenica. Srebrenica a été déclaré comme un cas de génocide. Combien de personnes ont été tuées à Srebrenica? 8 000. On a déjà plus de 25 000 civils au Gaza qui ont été massacrés. Et alors, et ça, vous savez,
le droit de soi-disant autodéfense ne justifie pas un génocide. Absolument. Les droits de autodéfense justifient seulement, ponctuellement, au moment d'une attaque militaire, dit-on, par les forces militaires de Hamas, on peut repousser cette attaque. Point final. Et dans ces cas-là, c'est différent et référé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'État Israël n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Alors, c'est dans les mains du Conseil de sécurité et il faut immédiatement avoir un cessez-le-feu. C'est ça que le secrétaire général des Nations Unies a demandé. C'est que le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, a demandé également. Mais maintenant, la chose est une chose gravissime parce que imaginez que la Cour de justice internationale continue à délibérer, mais il ne prend pas de décision. Et chaque jour, il y a des centaines ou des milliers de Palestiniens qui sont massacrés, c'est-à-dire la crédibilité Absolument. De la Cour de justice internationale mis en cause. Il faut avancer vite. Sans doute que les choses avancent, monsieur Alfred Zaya. Des plaintes pénales ont été déposées en Suisse contre le président Yitzhak Herzog, qui se trouvait au Forum économique mondial à Davos. C'est des plaintes qui ont gêné Herzog, qui a dû engager des manœuvres pour, on va dire, slalomer. N'est-ce pas un début de quelque chose, monsieur Alfred Zaya? Oui, mais pas suffisant. Alors, j'aurais voulu voir M. Herzog arrêté. Pas seulement menacé avec une arrestation, mais arrêté. Il faut être sérieux. Sans doute que le politique a plus de poids que le judiciaire, monsieur Alfred Zaya, par les temps qui courent. Oh, oui, ça c'est évident. Mais je me rappelle, vous savez que je suis américain. Et je suis sorti à la rue 2003 pour protester avant et pendant l'agression américaine contre l'Irak. Oui. Et une chose que j'ai trouvée dégueulasse, qu'il y avait une réunion du G8, à l'époque c'était le G8, à Evian, et on roulait les tapis rouges pour George W. Bush, ce criminel de guerre qui a la responsabilité de la mort de quelques 1 million d'Irakiens, et on l'a vraiment fêté à Evian, Evian-les-Bains. Alors, la guerre a commencé le mois de mars 2003, et la réunion de G8, je crois que c'était le mois de juin. Alors, à peine 2-3 mois plus tard, alors il est traité comme chef d'État avec tous les honneurs. Absolument, absolument. Tony Blair, qui également a été pointé du doigt, a été appelé tout récemment par le gouvernement britannique afin d'intercéder dans le conflit ou dans ce qui est appelé conflit en Palestine occupée. Monsieur Alfred Zaya. C'est risible. Comment peut-on appeler un criminel de guerre pour une chose? Il n'a aucune crédibilité. Alors, il n'y a aucun Palestinien qui va accepter la médiation d'Anthony Blair. Absolument. La médiation en Palestine doit être faite par pays africains ou les pays latino-américains, mais pas des États qui ont une histoire de soutenir l'oppression et le génocide israélien contre les Palestiniens. Mais alors, vous savez, je parle avec beaucoup de diplomates. Je parle avec beaucoup de ministres, etc., de pays de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, etc., etc. Et vous savez que la plupart, ils croient leur propre propagande. Ils sont des idéologues qui sont convaincus que nous avons le droit et les autres sont les mauvais. C'est quelque chose de totalement aberrant, une manque complète de autocritique, une manque complète aussi d'une éthique, d'une morale, dit-on, internalisée, d'une morale personnelle. Moi, alors je suis agacé chaque fois que je regarde c'est que mon gouvernement, soit M. Biden ou M. Blinken, les choses hyper stupides qu'ils disent. La même chose avec Rishi Sunak au Royaume-Uni ou Olaf Scholz à Berlin. Imaginez que la France, on dit la France, le pays des droits de l'homme, etc., etc.
Et la France est en train de soutenir Israël. C'est pas possible. Vous savez qu'il y a une note, je peux vous l'envoyer. Oui. En français, parce que c'est signé par une trentaine de professeurs de droit international en France et au Canada, y compris mon ami François Crépeau, qui était aussi rapporteur en même temps que j'étais rapporteur, qui ont condamné la France pour cette position, et on dit pas seulement que c'est une honte, mais c'est du point de vue du droit international, c'est une corruption du droit international, c'est une corruption du langage, une corruption des concepts du droit international. Alors, la France, elle est en train de se faire risible dans le monde, dans les yeux des Latino-Américains, dans les yeux des Africains, dans les yeux des Asiatiques. C'est ça. C'est-à-dire que quand la France parle des droits de l'homme, il s'agit des droits de l'homme blanc, mais pas des autres catégories, des droits de l'homme. Oui, mais alors, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, ces gens, la plupart, ils ne sont même pas des hypocrites. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent est totalement absurde, que c'est aberrant, parce qu'ils ont un lavage des cerveaux, une indoctrination depuis très 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 petit, moi aussi, Alors, lorsque j'ai grandi à Chicago, aux États-Unis, alors j'étais absolument convaincu que nous, les Américains, avaient le droit, avaient la mission d'amener les droits humains à toutes les planètes. On avait le droit et la mission d'amener la démocratie au reste du monde. Mais ça m'a duré très longtemps pour comprendre que c'est risible. Mais si vous vivez aux États-Unis, vous lisez tous les jours le New York Times, le Washington Post, vous écoutez CNN, etc., vous êtes endoctriné. C'est vraiment le lavage des cerveaux total. Et pourtant, ce sont des centaines de milliers d'Américains qui descendent dans les rues, aussi bien à Chicago qu'à Washington, pour manifester contre cette politique diligentée. Et heureusement, il y a des grands professeurs de droit international, comme Francis Boyle à Illinois, ou comme Richard Falk à Princeton, ou comme Jeffrey Sachs, il est professeur d'économie, etc. Mais il y a toute une série de grands noms dans le droit international et dans les universités Ivy League qui sont contre, mais ils ne sont pas au pouvoir. C'est ça. Ils n'ont aucun pouvoir. Et même Jeffrey Sachs, il a été tiré d'une interview à Bloomberg. Alors la censure est telle que même un professeur du rang de Jeffrey Sachs peut être morcelé. Oui. C'est aberrant. Oui. Mais alors j'espère que cette situation va avancer le droit international. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que les juges dans la Cour de justice internationale peuvent se permettre de faire marche arrière. Ils ne peuvent pas maintenant ne pas respecter le précédent juridique qu'ils ont déjà créé dans le cas Bosnie contre Serbie. Oui, il y a également le cas du Rwanda. Il y a eu deux cas majeurs, le Rwanda et la Bosnie-Herzégovine au sujet de Srebrenica. Monsieur Alfred de Zaya, si ce n'est pas vers le monde arabe, ni vers l'Occident, que l'on peut se retourner pour trouver des leaders capables de faire face à ces crimes, vers qui se retourner? La justice est aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, tenue en laisse par le politique. Vers qui se retourner? Oui. Alors, il y a deux personnalités dans le monde politique. Je considère, par exemple, j'étais hier et avant-hier à Palais des Nations pour l'examen périodique de la Chine. Et la Chine a dit de très intelligents propos en ce qui concerne la paix en Moyen-Orient, en ce qui concerne la paix en Ukraine, etc., etc. Monsieur Alfred de Zaya, l'armée d'occupation détruit de façon systématique, secteur par secteur, l'ensemble des zones d'habitation dans la bande de Reza. Des corridors humanitaires ont été bombardés, l'aide ne rentre pas à Reza. Les enfants ramassent de la farine répandue sur le sol. Il y a tout un tas de situations que l'on peut citer. Au-delà des mosquées et des églises réduites en cendres, des universités sont également pilonné. Dans ces conditions, que reste-t-il des droits humains? Que reste-t-il à dire ou à faire? Bon, les droits humains sont là. Les conventions de Genève sont là et ils continuent dans leur validité.
Oui. Le problème, c'est que Israël a eu une impunité totale grâce aux États-Unis. On va dire ils sont là. On va dire si vous permettez, Monsieur Alfred de Zaya, les droits internationaux et les droits humains sont là, mais ils sont là tout en étant bafoués. Hein. On est d'accord sur ça. Absolument. Alors, les violations d'Israël à Gaza, aussi dans les territoires occupés dans la Cisjordanie, aussi au Liban, aussi en Syrie, pensez-y que Israël est responsable pour des actes terroristes à Damasque et pour des actes terroristes à Aleppo, etc., etc. Oui. Il y a une multitude de conventions, de statuts qui ont été violés jusqu'à maintenant avec impunité par Israël, et il faudra qu'il y ait des conséquences, et les conséquences peuvent être ordonnées par l'Assemblée générale. Vous vous rappelez que l'année 1950, on avait adopté la résolution Uniting for Peace, oui. Résolution adoptée par l'Assemblée générale parce que le Conseil de sécurité était bloqué. L'Assemblée générale pourrait bel et bien dire « nous ordonnons une cessez-le-feu et lorsque ça n'est pas respecté, nous invitons à tous les États à imposer des sanctions contre Israël, de arrêter tout contact commercial avec Israël, de interdire que les avions d'Israël se posent dans leur territoire, établir, dit-on, un blocus moral et un blocus commercial contre Israël. C'est absolument nécessaire que cette fois, il y ait des conséquences. Monsieur Alfred de Zaya, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup. Comme toujours, alors c'est la paix qui m'intéresse le plus. Ce qui est important, c'est d'arrêter la massacre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai écrit à plusieurs professeurs de droit international en Allemagne et en France pour lui dire « Agissez, écrivez et demandez la paix aujourd'hui ». Monsieur Alfred de Zaya, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Alfred de Zaya est expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un ordre international démocratique et il était avec nous à partir de Genève. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a refusé de recevoir un appel du bureau de Benjamin Netanyahou, rapporté mercredi 24, la chaîne de télévision Channel 13. Au cours des dernières semaines, Netanyahou a déclaré que son armée d'occupation réoccuperait et contrôlerait le corridor de Salah ad-Din, dit également corridor Philadelphie, un couloir qui constitue une zone tampon de 100 mètres de large, s'étendant sur 14 kilomètres le long de la frontière entre l'Égypte et Gaza. Sisi avait dans un discours précédent tenté de clarifier la position de son pays. أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. نحن دولة ذات سيادة نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير. Les responsables égyptiens ont rejeté l'annonce du Premier ministre sioniste, soulignant à plusieurs reprises que la restauration israélienne du corridor frontalier constituerait une violation des annexes du traité de paix égypto-israélien signé à Washington en 1979. Quels sont les enjeux que constitue ce corridor? Une question que nous avions posée la semaine dernière à Hani Abdelaziz, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Compte tenu de l'actualité brûlante, je vous propose de réécouter cet entretien. Tout d'abord, la question du passage de Philadelphie ou de Salah ad-Din, comme on l'appelle, oui, est une déviation du problème réel. J'aimerais bien que l'on s'attaque, les médias, les politiciens, toutes les personnes et entités concernées s'attaquent aux raisons réelles du problème de Philadelphie.
qui est le résultat tout de même de la continuation du problème palestinio-israélien, de la question palestinienne. Appelons comme il se doit. C'est une question palestinienne qui est d'abord politique, ensuite militaire. L'humanitaire et le passage de Philadelphie seront résolus d'eux-mêmes dès qu'un accord global réalisé sur le terrain, je dis bien qu'il soit réalisé sur le terrain, parce que les accords écrits, nous en avons vu des dizaines qui n'ont pas été appliqués par les Israéliens, appuyés par les grandes puissances occidentales, à leur tête les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aussi l'Autriche, peut-être d'autres pays. C'est là où j'aimerais personnellement que les efforts soient concentrés pour saisir cette opportunité pour arriver à une solution réelle, mais juste, de la question palestinienne. Le problème du corridor de Philadelphie qui fait 13-14 kilomètres, ce passage fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Égypte et Israël, qui stipule, entre autres, l'existence de certaines troupes égyptiennes dans la région depuis la dernière guerre Gaza-Israël. Je pense que la position égyptienne est très claire, qu'elle ne permettra pas le changement de la situation sur ce corridor sans un accord ou sans revoir l'entité de la question. Et ne permettra pas, et ne sera pas satisfaite du tout, à mon avis, de voir les Israéliens par la force brutale qui les catégorise, ou d'essayer d'utiliser le corridor dans leurs idées, et vous l'avez très bien dit, je suis absolument d'accord avec vous, dans leurs idées expansionnistes. Les Israéliens, à mon propre avis, je répète, veulent contrôler la bande de Gaza dans leur désir d'étendre le territoire encore plus, un pas de plus, jusqu'à l'arrivée à ce qu'ils ont toujours considéré comme une révélation toharique du fleuve de l'Égypte, c'est le texte exact de la Torah, que le grand Israël devait s'étendre du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Voilà ma crainte. Même la crainte de displacement de Palestiniens vers le Sinaï. D'abord, je dirais que l'Égypte contient 9 millions de réfugiés arabes et africains, yéménites, soudanais, etc., etc., etc. L'Égypte n'en peut plus. C'est un pays déjà surpeuplé. Et même si un déplacement était temporaire, nous savons très bien que le temporaire s'étend par la suite et devient du permanent. Monsieur Hani Abdelaziz, le corridor de Philadelphie, ou corridor Salah-ad-Din comme il est également appelé, a été établi comme un tampon lors des accords de Camp David en 1979. Les différents pouvoirs politiques, les différents politiques qui se sont succédés au Caire, en Égypte, ne touchent pas aux accords de Camp David. Toutefois, Netanyahou a déclaré ceci le 30 décembre dernier. Le corridor de Philadelphie doit être entre nos mains et sous notre contrôle. Et tout arrangement autre que celui-là ne sera pas accepté par Israël, dit-il. N'est-ce pas une violation des traités internationaux? Comment, dans ces conditions, le Caire doit agir, à défaut réagir? Je peux vous refléter le sentiment que j'ai personnellement et que partagent beaucoup d'autres Égyptiens qui m'entourent, que d'abord, l'Égyptien moyen, l'Égyptien en général, n'acceptera pas qu'on ne touche à un grain de sable du Sinaï, qui est du territoire égyptien depuis plus de 7000 ans, depuis l'écriture. Alors voilà, c'est un point essentiel et c'est un sentiment profond que chacun d'entre nous ressent et en parle. Le corridor n'est pas en Égypte, il faut réaliser cela. Il est sur un territoire palestinien. Si les Israéliens veulent le contrôler, donc ils dénient les accords qui sont passés d'une part avec l'Égypte et la situation de facto qui existe aussi, que ce corridor serait contrôlé par les autorités palestiniennes par un accord qui suit l'accord de Camp David. C'est pas l'accord de Camp David qui régit le fonctionnement de ce corridor. C'est un autre accord par la suite qui passait, je ne sais pas, en 85-95, après la une des guerres entre Gaza et Israël. Vous savez, en passant, j'ouvre une parenthèse, quand on parle de guerre, vous parlez d'une guerre entre Gaza, contre un groupe de militants palestiniens qui essayent de libérer leur pays contre la 5e plus grande armée du monde. Et qui résiste depuis plus de 3 mois. Donc c'est déjà un résultat, c'est déjà une victoire pour les Palestiniens, quel que soit ce qui va arriver par la suite. Et qui démontre que les Palestiniens ont une identité palestinienne pure et simple, le désir profond de s'émanciper de cette situation et de certains imbroglios qui existent dans la région, mais à des conditions simples et réelles. Il y a la question du droit de retour qui peut être discuté d'une manière ou d'une autre. Il y a la question aussi dans les accords que je ne soutiens pas réellement, que les autorités israéliennes, l'armée, la police
peuvent intervenir n'importe quand en Cisjordanie ou à Gaza pour défendre l'ordre public, tout cela. C'est-à-dire, l'on veut créer un État fantoche dans cette idée de 2 États. Personnellement, et je répète, je parle en mon nom personnel, je ne suis pas très en faveur de cette solution de 2 États. Parce qu'il y aura un État armé jusqu'aux dents et un État palestinien totalement désarmé. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une égalité entre les populations, le même droit à l'éducation, le même droit à la santé, etc., grâce aux efforts, bien sûr, de chacune des parties. Mais l'on ne peut pas déjà créer un État comme Andorre ou comme Saint-Marin et va dire les Palestiniens ont un État. Ça serait un État fantoche, madame, excusez-moi. J'aimerais que l'on revienne à ma précédente question, à savoir celle relative au corridor de Philadelphie. Selon le Wall Street Journal, des négociations sont en cours pour installer des capteurs le long du corridor de Philadelphie. Le corridor, effectivement, n'est pas en territoire égyptien, mais c'est une zone tampon en territoire, on va dire, palestinien. Toutefois, l'armée d'occupation exige des envois de notification en cas de mouvement de Palestiniens, des exigences émises aux autorités égyptiennes. Alors, je questionne un peu votre expérience dans ce cas-là. Est-ce qu'il s'agirait d'une coopération ou d'une collaboration sécuritaire exigée ou demandée par Israël? C'est une très bonne question, madame. Je l'avoue, je n'ai pas de réponse très claire à ce sujet-là. Ce que je peux dire, c'est que j'ai bien lu dans la presse égyptienne au moins que cette proposition israélienne avait été refusée. Oui. Je parle des médias. La position officielle, je ne l'ai pas entendue. Ceci dit, si la position égyptienne contenue dans les médias locaux était la position de l'État et du gouvernement égyptien, ce serait une bonne chose. L'Égypte ne doit pas s'impliquer, à mon avis, dans cette situation de manière flagrante, de manière armée, ouverte ou cachée. Il y a des moyens d'observation aérienne et pas aérienne, à distance et pas à distance, qui leur permettraient de voir si l'Égypte délibérément fait passer des armes aux Palestiniens. Ils n'ont pas besoin de créer un mur. D'ailleurs, ça avait été créé dans votre pays à un moment donné pendant la guerre de libération. Ces parages de fils de fer. C'est ça, les lignes de Chal et de Maurice, oui. Essayé en Algérie et ça n'avait pas réussi. Absolument. Monsieur Hani Abdelaziz, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, madame. Hani Abdelaziz a été sous-secrétaire général à l'ONU et il était avec nous à partir de Genève. Ont participé à ce programme John MacArthur, président des publications et des éditions Harper's Magazine. Alfred de Zaya, expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un ordre international démocratique et équitable. Hani Abdelaziz, ancien secrétaire général adjoint aux Nations Unies. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.